Avant l'écoute de cet épisode, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu te demandes si tu dois rester dans ta situation professionnelle actuelle ou initier du changement dans ta carrière ? Si oui, alors écoute bien ce qui va suivre. Il y a des moments dans la vie professionnelle où tout semble en place. Bon poste, bon salaire, bonne carrière, et pourtant toi, tu te sens fatigué, frustré, perdu et plus à ta place. Comme un sentiment diffus que ça devrait aller, mais qu'en fait, ça ne va pas. Moi, c'est Léa. Je suis coach en transition professionnelle depuis 5 ans et je propose un accompagnement sur 4 mois, une méthode claire et structurée que j'ai appelée la méthode des 5 C, qui permet de clarifier ta prochaine étape professionnelle, reprendre confiance et calmer tes peurs, et retrouver de l'élan et surtout passer à l'action. C'est un accompagnement lucide, sur mesure, bienveillant, progressif et pragmatique. Julia, une de mes clientes, vient de terminer son accompagnement avec moi. Et voici le témoignage qu'elle a laissé à l'issue de ces 4 mois. Avec Léa, Paris réussit. Grâce à nos échanges et à sa boîte à outils magique, j'ai retrouvé ce qui me faisait vibrer, redéfini mes priorités et reconnecté avec le cœur de mon expertise. Aujourd'hui, j'avance avec plus de clarté, de confiance et d'élan. Une transition professionnelle, ça prend du temps. Donc, si tu veux impulser du changement concret d'ici le début d'année 2026, c'est maintenant qu'il faut aborder le sujet sérieusement. Le lien pour découvrir mon accompagnement est dans la barre de description de cet épisode. Et si ce que je viens de dire résonne particulièrement en toi, suis cet élan. À bientôt! Bonjour à tous et bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui explore les nouvelles formes de travail et partage des idées et des outils à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Je suis Léa Audrin, coach et formatrice en transition de carrière et mon but est de vous aider à déclencher votre tilt et naviguer entre les différentes phases de votre vie pro pour vous y épanouir pleinement. Un tilt, c'est une prise de conscience, un déclic grâce auquel un nouveau monde des possibles professionnels s'ouvre. Je vous partage des épisodes solo ou des interviews, au sein desquels je décortique des sujets autour de 3 thématiques clés. La transition professionnelle, la carrière et le futur du travail. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, @le.tilt, sur LinkedIn et bien sûr rejoindre ma newsletter pour accéder à davantage de contenu concret, pour impulser du changement dans votre vie pro et découvrir mes offres d'accompagnement. Pour ce faire, cliquez sur le lien en description de l'épisode. Je vous laisse avec ma conversation du jour. Cela faisait des mois, pour ne pas dire des années, que des proches, des collègues me soufflaient d'inviter Laetitia Vito sur le Tilt. Alors voilà, nous y sommes. Je suis ravie de vous partager ma conversation avec Laetitia Vito, autrice et conférencière de référence sur les sujets liés au futur du travail. Je l'ai conviée à venir échanger avec moi autour de cette question. Le salariat est-il encore l'avenir du travail ? Vous le savez, ici sur le Tilt, j'explore les nouvelles formes de travail. Alors, interroger le modèle du salariat, mieux comprendre ses enjeux et pourquoi pas même le désacraliser m'intéresse tout particulièrement. Ensemble, on sonde les profondeurs de cette question en s'interrogeant sur des notions clés comme l'histoire du salariat, la sécurité professionnelle, l'artisanat, la créativité, le freelancing ou encore comment créer des modes de travail vertueux et soutenables. Laetitia nous aide à nourrir notre réflexion sur les défis actuels du travail et les aspirations des travailleurs d'aujourd'hui, c'est-à-dire vous et moi. Cette conversation est un concentré de réflexions passionnantes sur le monde du travail moderne, ses évolutions et ses défis. Je vous inviterai presque même à prendre des notes si ce sujet vous intéresse, car ce que nous partage Laetitia est riche, fouillé et passionnant. À l'issue de cette discussion, vous aurez peut-être même un regard différent, nuancé et nouveau sur le salariat tel qu'il est exercé aujourd'hui et tel qu'on le vivra demain, et sur les perspectives professionnelles pour vous à titre individuel. Bonne écoute! Bonjour Laetitia. Bonjour Léa. Bienvenue sur le Tilt. Merci. Laetitia, je suis ravie de te recevoir à mon micro. Mes collègues du collectif SOWO depuis des mois me disaient « mais invite Laetitia ».
Maintenant, je vais avoir fait le grand chelem. C'est clair. Tous les podcasts du groupe Soho. C'est vrai. J'en suis très fière. Bravo. J'aimerais bien être une sorte de marraine de ce groupe de super podcasteuses. Okay. Avec joie, parlons-en. Alors Laetitia, ensemble, aujourd'hui, on va se poser une question sur le salariat. Est-ce que le salariat est encore le futur du travail ? C'est une question sur laquelle tu as planché à l'écrit, en conférence. Tu donnes beaucoup d'éléments de réponse à ce sujet. Mais avant de rentrer dans le vif de cette thématique, est-ce que tu peux nous dire qui tu es sans parler de ton travail ? Je suis une personne curieuse qui adore lire. Adore lire des livres, regarder des films, rencontrer des gens, voyager, écouter des gens. Voilà, cette espèce de curiosité, c'est un moteur d'aller découvrir et dans la plus grande sérénité possible, c'est-à-dire sans être frénétique ou obsessionnel. Mais mon idéal, je ne sais pas si j'y arrive, c'est d'avoir cette curiosité en même temps curieuse et calme. Et puis je suis la mère de deux personnes extraordinaires. Je dirais que ce serait l'autre élément pour me définir. Super. Quelles sont tes activités professionnelles aujourd'hui ? Je suis autrice et conférencière sur l'avenir du travail. Donc il y a toute une partie écriture. Là, c'est mon côté curieuse qui lit, qui écrit, etc. Et puis ensuite, d'aller proposer des choses pour des entreprises, des conférences, que ce soit des conférences d'inspiration ou plutôt des formats ateliers. Voilà, donc il y a vraiment cette partie en présentiel et puis la partie réflexion sur mon bureau dans mon coin. Comment t'en es arrivée à t'intéresser à ce sujet ? Un petit peu comme toi, j'ai démarré par mes propres tripes et j'ai démarré par un questionnement personnel sur les reconversions professionnelles. Parce que quand j'étais adolescente et puis jeune adulte, je ne savais pas ce que je voulais faire. Donc, qu'est-ce que je vais faire quand je serai plus grande ? Et puis, j'ai trouvé une forme de réponse, mais je me suis reposé cette question. En fait, je me suis rendu compte que cela reposait comme ça régulièrement, que finalement, l'âge ne changeait pas grand-chose. Soit tu trouves une situation qui a une forme de stabilité, sécurité, ou qui aligne tout et tu y restes, des gens qui y restent. Mais finalement, cette question-là, beaucoup de gens se la posent longtemps ou à plusieurs moments de leur vie. Et je pense que c'est vraiment parti de là, cette idée que ce sujet des reconversions professionnelles ou de quelle est mon identité, qu'est-ce que je vais faire, etc., c'était un sujet qui finalement devait sans doute dépasser mon cas individuel et qui avait peut-être un sujet plus global. Et là, je suis allée chercher ma casquette de passionnée d'histoire, de sociologie, etc., pour aller explorer un peu ce sujet-là. Mais c'est parti des reconversions. Après, j'ai exploré beaucoup de sujets, le freelancing, la manière dont il, à la fois, est le symptôme de transformation du marché du travail, mais aussi la cause d'autres transformations d'organisation, de management, de culture, etc. Ensuite, il y a eu le sujet, enfin, pas ensuite, en même temps, le sujet des ressources humaines, de leur... à la fois la fonction et puis la manière dont elle évolue et puis qu'est-ce que c'est que les ressources humaines. Et j'ai un peu essayé de synthétiser tout ça dans des livres. Ça, c'était vraiment une étape importante dans ma vie de future of work personne, d'écrire des livres. Parce que oui, c'est vrai qu'au final, toi, tu as eu plusieurs vies professionnelles. Oui, j'étais une bonne élève à qui qu'on a poussé un peu comme ça, en me disant va en classe prépa, et puis de toute façon, si tu fais une grande école de commerce, tu pourras tout faire et tout. Donc, j'étais bonne élève, j'ai eu HEC, j'étais très contente. Et puis à HEC, je me suis effondrée d'ennui, en fait. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Qu'est-ce que je fous là ? Ça, vraiment, j'étais pas bien. Et à la sortie d'HEC, je devais absolument gagner des sous parce que j'avais emprunté de l'argent pour payer l'école. Donc, je devais gagner des sous. J'ai pris un boulot un peu alimentaire. Je n'avais pas trouvé de truc qui me passionnait. Et j'ai travaillé dans une SS2I. On n'appelait pas ça encore les ESN à l'époque. Et là, gros effondrement. Enfin, vraiment, c'était pire que l'ennui. C'était une vision très noire pour moi du travail. Enfin,
si c'est ça le travail, je n'en veux pas. Mais en même temps, il fallait bien que je travaille. Et donc là, pendant 1 an, entre 1 an et 2 ans, j'ai fait plein de petits boulots pendant que je préparais l'agrégation. D'accord. J'ai passé le concours de l'agrégation et ensuite j'ai enseigné pendant 8 ans en classe préparatoire. Parce qu'il y avait cette espèce de double casquette, HEC, agrégé d'anglais. Donc j'ai eu un poste en classe prépa parce qu'ils recrutent comme ça individuellement les gens. Et puis j'ai enseigné à Sciences Po. J'ai enseigné tous les sujets qui me passionnaient, l'histoire politique américaine du XXe siècle, des choses comme ça. Et j'ai fait ça 8 ou 9 ans. Enfin, pas tout à fait 10 ans, un petit peu moins de 10 ans. Et ensuite, nouvelle phase de vie. J'ai pris j'ai eu mes enfants pendant que j'étais prof. Voilà, j'ai pris les enfants, le mari et tout. On est parti à Londres. Là, j'ai travaillé dans le département ressources humaines, enfin dans le recrutement, dans une boîte tech américaine qui avait des bureaux à Londres et qui cherchait à recruter des ingénieurs en France, en Allemagne, etc. Ça n'a pas marché non plus. Il y a beaucoup d'échecs, hein, tu vois, beaucoup d'échecs, mais on les a transformés. Hein, mais c'est ça. C'est aussi en étant sur le terrain qu'on se rend compte si c'est oui ou non. Voilà, c'est ça. Donc, ça n'a absolument pas marché. Alors, bien que c'était une boîte intéressante et que le job était intéressant, mais en fait, je me suis rendu compte que je ne supportais pas d'être managée, que j'étais que des gens très jeunes, qui n'avaient pas d'enfants, etc. Donc, ce côté... va à Cologne là sans tu vois bon, c'était sympa de voyager, sauf que moi j'avais des enfants encore petits à l'époque et tout, et puis surtout sans en être à l'initiative, d'avoir toutes ces contraintes sans les avoir choisies en fait, c'était très dur. Et finalement, en tant qu'enseignante, en tant que prof, j'avais quand même pas mal d'autonomie. Pas d'argent, mais pas mal d'autonomie. donc en fait ça marchait pas. Ça a été vraiment un clash. Et puis, donc là, nouvel échec, je me retrouve à dire qu'est-ce que je veux faire plus tard, enfin qu'est-ce que je veux faire maintenant en l'occurrence, et toujours la même contrainte, toujours cette contrainte de il faut que je gagne ma vie parce que je ne peux pas me permettre d'être dépendante, de ne rien avoir. Enfin, c'est vraiment une angoisse. Voilà. Encore plus peut-être en tant que femme. C'est ce que j'allais dire, oui. En tant que femme, c'est un vrai sujet aussi de se construire cette indépendance-là sur le long terme, en fait. Oui, parce qu'on a des modèles ou des contre-modèles féminins et on est avertis. Enfin, moi, j'étais très alertée, en fait, de ça. Et donc, j'ai commencé à écrire pour des entreprises. Au début, plein de sujets, un peu du copywriting, voilà, des sujets un peu différents et sans forcément une direction très précise. Et en même temps, je commençais à écrire justement sur ce sujet du travail, des reconversions, etc. Et donc, petit à petit, toutes les activités ont convergé sur ce sujet du travail et j'ai commencé à créer creuser un sillon, créer une expertise, à créer une identité professionnelle. Ça ne s'est pas fait en un jour. Moi, j'étais assez lente. Je suis quelqu'un de lent. Donc voilà, je dirais qu'en 2-3 ans, c'était fait. Et le but, surtout quand au début, tu dois être sur la logique alimentaire de gagner des sous. Voilà, il faut combiner les deux. Tu fais un choix, tu équilibres entre le court terme et le long terme. Et donc, à un moment, 2015-2016, où à la fois le sujet n'était pas encore la tarte à la crème qu'il est devenu. Donc, c'était aussi une question de timing, un bon timing. Et puis, à un moment aussi où, en ligne, il n'y avait pas encore la quantité de blogs, de podcasts, machin, etc. Et donc, c'est pas pour dire que j'ai aucun mérite, mais il y a aussi un bon timing qui fait que... ça, voilà, oui, tu as senti qu'il y avait un sujet de fond qui se jouait là, que justement, il y avait peut-être un questionnement du modèle phare. Oui. Et que les entreprises et les particuliers étaient en demande d'avoir peut-être des zones de réflexion sur ces sujets. Exactement. On était déjà en train de vivre cette transition numérique depuis quelques années. Et la compréhension que cette transition numérique avait des conséquences sur notre rapport au travail et la manière dont il s'organise, j'ai eu cette intuition-là et j'ai creusé ce sujet-là. Et en effet, c'est devenu un sujet. Enfin, c'est devenu, ça l'était déjà, mais ce qu'il y a, c'est que maintenant, ça s'exprime dans énormément de domaines. C'est-à-dire les ressources humaines et l'avenir de la fonction RH, les freelances, comment on devient freelance à l'échelle des individus, comment on intègre les freelances ou qu'on les dans les entreprises. Beaucoup de sujets, les modalités de travail, le télétravail, le travail hybride, etc. Tous ces sujets-là, en fait, hyper décortiqué. Voilà. Et puis tous ces sujets-là, ils étaient déjà on les sentait poindre au milieu des années 2010. C'était le moment de... Tu
grand essor des réseaux sociaux. C'était le moment où on sentait qu'il y avait des choses qui étaient en train de... C'était déjà l'arrivée du smartphone. C'est la décennie de l'arrivée du smartphone et donc de toutes ces conséquences sur cette fragmentation géographique du travail. Parce que tout d'un coup, t'emportes ton travail avec toi dans ta poche. Il faut quand même se rendre compte qu'au-delà de Internet, qui est déjà plus ancien, le smartphone, ça n'a que 10 ans, 15 maintenant, mais... ça a vraiment énormément changé la géographie du travail. La quantité de travail que tu fais de manière hybride ou en tout cas de manière nomade, c'est avec le smartphone que ça s'est passé. Alors, on va en reparler de ce sujet après parce que justement, le sujet de la géographie et du télétravail notamment, c'est une des grandes tendances de fond, des grandes questions de fond, notamment depuis le Covid. Mais peut-être avant de rentrer dans le détail de ces changements de paradigme-là, je te propose peut-être qu'on se fasse un petit récap sur l'histoire du salariat. Comment ça a émergé, le salariat, en fait? Alors, tout le monde connaît cette histoire, quand on commence par l'étymologie du salariat, de la ration de sel des légionnaires romains, cette idée que le sel était si précieux parce que c'est ce qui permettait de conserver tes aliments. On n'avait pas de frigo, on n'avait encore moins de congélateur. Donc, le sel, c'était vraiment extrêmement précieux parce que ça te permettait de garder ta nourriture très longtemps. Donc, on payait un petit peu les légionnaires, en partie avec une ration de sel, salarium en latin, salaria. Et du coup, c'est très difficile, évidemment, d'en donner une origine historique, puisque c'est cette idée que le salariat renvoie à ces travailleurs qui n'ont pas de situation, qui n'ont pas des terres à faire fructifier, un atelier d'artisans dans lequel ils font leur travail. Ce sont des gens qui mettent leur force de travail à disposition de quelqu'un d'autre, d'un donneur d'ordre, d'un paysan, d'un artisan, etc. Donc, ça existait à pas mal d'époques. Quand on sort des relations de servage, etc., on avait déjà des populations comme ça, des gens qui n'avaient pas de position et puis qui étaient placés et puis qui vendaient leur force de travail. Mais tout le monde est à peu près d'accord pour dire que la vraie origine du salariat, au-delà des légionnaires romains et puis après des quelques personnes dans cette situation, c'est la révolution industrielle qui l'a produite. C'est que tout d'un coup, tu as eu une révolution démographique, c'est-à-dire que d'un coup, il y a eu beaucoup de naissances, parce qu'on a fait un peu de progrès d'hygiène qui ont permis que les gens mouraient un peu moins, qu'il y a eu une grosse augmentation de la population. Tout d'un coup, la révolution industrielle, des grands besoins dans les usines, et puis la révolution industrielle a été précédée d'une révolution agricole. Donc, on était beaucoup plus productif dans l'agriculture, donc on avait moins besoin de bras. Donc et puis il y a eu aussi des mouvements de concentration dans l'agriculture. Donc tout d'un coup, tu as plein de gens comme ça qui à la fois ont leur force de travail disponible, et puis des usines qui ont besoin de gens, et puis cet exode rural, des gens qui arrivent dans les villes et tout. Donc tout d'un coup, ça devient massif. Tu as cette armée d'individus qui n'ont pas de situation, qui ne sont ni paysans ni artisans, et qui vont vendre leur force de travail à des donneurs d'ordre. Et au début, les premiers salariés, ceux qui étaient payés donc à la tâche, la plupart du temps, étaient journaliers. Donc, les premiers salariés de la révolution industrielle ou post-révolution industrielle, c'était des très grands précaires qui allaient chercher à vendre leur force de travail comme ça, quasi quotidiennement. Et puis, qui ne savaient jamais de quoi demain était fait. Et puis, s'il leur arrivait quoi que ce soit... Donc, c'était vraiment la précarité ultime. Et ça allait rester quand même un bon moment après la révolution industrielle. C'est-à-dire que le salariat était identifié comme... la situation la plus horrible qui soit, en fait, parce que les gens riches et les gens bien, c'est les paysans, c'est les artisans, c'est les gens qui ont quelque chose, qui ont une situation, et ou un fonds de commerce, ou tu as quelque chose à eux. Le salarié, voilà. Et puis, il faut se souvenir aussi de ces penseurs, Marx lui-même, pour qui le salariat, en plus, parce qu'il s'accompagnait à la fois de cette dépendance, de cette précarité, et puis de la subordination, c'était l'aliénation ultime, c'était vraiment la situation la moins enviable qui soit. Alors, comment on en est arrivé à une définition du salariat qui n'a rien à voir, qui est le salariat moderne du XXe siècle, pas du 21e, on y reviendra, mais le salariat du XXe siècle comme étant un rapport au travail bien cadré, dans lequel les gens ont de la sécurité, sont bien protégés, ont justement une situation. Le fait de salarié égale ne pas avoir de situation à salarié égale avoir une situation, là, il s'est passé un truc. Et ça a mis
entre un demi-siècle et un siècle. Et le salariat moderne tel qu'il façonne aujourd'hui notre imaginaire date du milieu du XXe siècle seulement. Donc, il a moins d'un siècle. C'est extrêmement récent. C'est vraiment la dernière couche de l'histoire du travail humain. Et qu'est-ce qui a justement acté cette vision-là du salariat ? Alors, c'est pas une vision, c'est un contrat social basé sur des institutions puissantes et qui est le fruit d'un certain nombre d'alignements, d'alliances et de luttes politiques, syndicales, économiques. Donc, les salariés sans situation pauvre de l'après-révolution industrielle, ils travaillaient un nombre d'heures hallucinant, il n'y avait pas de salaire minimum, ils mouraient littéralement au travail, etc. Et à un moment, ils sont devenus très nombreux, ils ont commencé à être très puissants. Et il y avait des tensions politiques et même géopolitiques qui ont incité les patrons à un tout petit peu mieux les traiter. Donc, pas partout, mais par exemple en Allemagne, sous Bismarck, il avait très, très, très peur du communisme. Il avait très, très peur des anarchistes, des radicaux, etc. Il avait peur de la révolution, en fait. Il avait peur, parce qu'il voyait, les bourgeois ont peur de la révolution, c'est normal. Donc, il s'est dit, on va mettre en place un système d'assurance qui protège. Donc, on a inventé le fait d'avoir une assurance et que s'il y a une machine qui te coupe le bras pendant que tu es au travail, tu as des revenus. Et tu peux être soigné. Que si tu as la chance d'aller jusqu'à 60 et quelques années, je sais pas à quel âge on partait à la retraite sous Bismarck, mais les gens qui avaient la chance de survivre longtemps avaient une retraite, etc., etc. Alors, petit à petit, on a mis en place un certain nombre d'assurances. Et tu vois, en Allemagne, c'est à la fin du 19e siècle, ce qui est très, très tôt. Dans d'autres pays, ça s'est passé beaucoup plus tard. Donc, il y a des grandes variations entre pays, mais je dirais la transformation du salariat comme quelque chose de sécure, ça s'est fait dans cette première moitié, globalement dans cette première moitié du XXe siècle. La Seconde Guerre mondiale a été un grand tournant. Tu vois, en Angleterre, par exemple, après la Seconde Guerre mondiale, on s'est dit... là, on peut pas maltraiter ces gens qui sont partis à la guerre, ces gens qui ont vécu ça. Maintenant, là, en tant que travailleurs, ils ont droit à autre chose, un nouveau contrat social. On se met d'accord sur la valeur qui est créée, on la partage autrement. On a mis en place un truc incroyable qui était la plus grande révolution, qui est le NHS, le National Health Service britannique, qui a été cette institution fabuleuse qui, tout d'un coup, assurait, protégeait, d'un point de vue santé médicale, l'ensemble de la population de manière gratuite, universelle, accessible à tous, etc. Avec cette idée que c'est le genre d'institutions fondamentales qui soutiennent les travailleurs, qui leur permettent d'être à la fois libres et protégés. C'est dans ton livre Du labeur à l'ouvrage, tu parles aussi de ces bénéfices sociaux, financiers, etc., que peut offrir l'entreprise, en contrepartie justement d'un travail dur, physique, épuisant. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur ce contrat dont tu parlais et qui fait qu'un travailleur va accepter peut-être des choses épuisantes, compliquées, pour justement accéder à ça? Exactement. Alors, c'est ce que j'appelle dans mon livre Du labeur à l'ouvrage le contrat de labeur. L'idée, c'est que, en effet, ça n'avait rien d'évident parce que le travail industriel, il a quand même beaucoup appauvri professionnellement et cognitivement les individus. Si tu imagines qu'avant, tu avais ton atelier d'artisan et tu travaillais en faisant plein de choses et puis en étant très autonome, etc., tout d'un coup, à l'usine, alors que se met en place un modèle de travail très fragmenté, morcelé, dans lequel tu as des tâches répétitives. Puis, après, à partir des années 20 et 30, dans l'industrie automobile américaine, des chaînes d'assemblage. T'aimes tout de suite, t'imagines Chaplin sur la chaîne, des tâches que tu répètes, etc. Et puis, c'est le moment aussi où... 50 ans après qu'on a commencé à avoir de l'électricité, tout d'un coup, l'électricité a eu des conséquences très concrètes dans l'organisation du travail. La révolution de l'électricité, c'est au moins aussi énorme que la révolution de l'Internet, tu vois. C'est que tout d'un coup, tu artificialises le rapport au temps et tu peux faire tourner ces machines très chères en continu. Et donc, on a inventé les 3/8.
Les 3-8, ça veut dire que tu pointes, ça veut dire que les équipes se succèdent, se remplacent, mais t'imagines cette aliénation que représente non seulement le fait d'avoir des horaires fixes, mais de devoir, pointer, faire ton travail répétitif, et puis repointer et sortir et t'effondrer de fatigue. Et ce travail-là, donc, qui est à la fois pauvre parce que c'est des tâches répétitives, très forcé, parce que t'es subordonné, t'as pas le choix, t'as tout un tas de contraintes de lieu, contraintes d'horaire, etc. Enfin, plus parfois des patrons un peu sportif, dur, exactement. Donc tout ça, ça fait rêver personne et ça faisait rêver personne. Même Adam Smith, le premier économiste de l'histoire, il reconnaissait que la division du travail, ça n'était pas franchement folichon tous les jours et qu'il fallait bien que, en échange, il y ait une promesse d'enrichissement généralisé. Donc pour Adam Smith, l'idée c'était de dire la division du travail permet de créer tellement de richesses que tout le monde y gagne. Évidemment, il y a un grand mais. MAIS, c'est à condition que cette richesse soit répartie. Et donc, c'est là qu'entre le contrat social. C'est que, à ce moment de l'histoire que j'ai décrit, là, on va dire une première moitié, puis moitié du XXe siècle, un alignement s'opère où, en échange de cette aliénation, de cette définition du travail qui fait envie à personne, se mettent en place petit à petit des contreparties puissantes qui n'ont pas fonctionné pour tout le monde et qui n'ont probablement jamais été complètement suffisantes, mais qui quand même, peu ou prou, on arrivait à un alignement. Donc, en échange de cette aliénation, là, subordination, division des tâches, machin, etc., tu avais un salaire, mais un salaire payé au mois, et un salaire qui s'accompagne d'une fiche de paie qui te permet de prouver ta solvabilité. Donc, tu inclus le logement acheté ou loué. Le logement allait avec, et c'était assez pour te loger. Puis des congés payés avec le Front populaire en France, un système de retraite, là aussi selon les pays un peu différents, mais de la retraite, donc des revenus différés, des syndicats très forts qui font que tu es sûr que demain tu vas gagner plus qu'aujourd'hui, et puis une espèce d'idée d'alignement en fait, parce que en fait faire tourner les usines, on pensait que c'était bon. C'était bon pour le pays, c'est bon pour la nation, c'est bon pour l'économie. Et voilà. Donc, le sentiment de faire partie de quelque chose. Et plus une appartenance aussi, parce que tu appartiens à un groupe, les ouvriers, etc. Et puis, tu appartiens à un syndicat et on lutte ensemble et on fait partie de quelque chose qui est plus grand que soi. Et donc, tout ça, toutes ces contreparties, elles rendaient l'aliénation acceptable. Peut-être à certains moments, elle l'a même rendue désirable parce que justement, cette situation d'un contrat salarial bien aligné te permettait d'avoir une bonne vie, ce qu'on définissait comme étant une bonne vie au XXe siècle. Comment cette période justement où le salariat s'est vraiment instauré de manière très, très ancrée dans nos imaginaires sur le travail a impacté l'image qu'on en a aujourd'hui, nous, en 2023 ? Alors, on en garde des traces très fortes parce que cet alignement-là du contrat salarial, il a produit énormément d'institutions avec lesquelles on vit encore. La sécurité sociale. France, à la fin de la guerre, Conseil national de la résistance crée la sécurité sociale et quelle institution puissante et quelle institution extraordinairement importante dans la vie des Français. Avec d'autres équivalents, tu vois, aux États-Unis, la sécurité sociale qui n'inclut pas la santé, mais qui inclut quand même le chômage, la retraite, etc. C'est 1935, donc c'est l'époque du New Deal, tu vois, juste avant la guerre, à quelques années près, on a quand même à peu près une concordance historique. Et donc cette institution-là, mais après tu as les institutions des syndicats, les institutions justement de l'organisation, la manière dont on accompagne les carrières, etc. Les fonctions RH, ça fait partie aussi de ces institutions qui sont nées là. L'école, la manière dont on a construit l'école était façonnée par l'âge industriel, avec même le modèle de la pointeuse, le modèle du même l'école cours aussi. pour tout le monde. Bah oui, puisque pointeuse, ça s'appelle la sonnerie. Hein. Oui, c'est vrai. C'est exactement ça. Puis tu fais l'appel, c'est pareil, tu fais l'appel et la sonnerie, etc. C'est vrai, vu comme ça. Et c'était l'idée d'imprimer cette discipline dans le rapport au temps et dans la soumission à l'autorité, etc., pour faire des bons ouvriers ou des bons soldats, selon les cas. Donc ça, c'est vraiment aussi l'âge industriel. Et puis aussi avec cette idée que tu formes des enfants, ensuite tu travailles, ensuite tu pars à la retraite. Donc chaque institution correspond à des âges de la vie. Puis tu prends tous les gens au même âge, tu vois, un peu par batch. Ouais, par c'est plus groupe. simple à gérer. Voilà, exactement. C'est très industriel comme mentalité, tu vois. C'est très peu organique, flexible ou personnalisé. C'est vraiment
Oui. On s'en fiche, standardisation. Et la standardisation qui permet la massification. Parce que la standardisation, on peut en dire du mal. En même temps, ça rend moins cher et accessible des choses qui n'étaient pas accessibles aux gens avant. Avant, il n'y avait que les riches qui avaient des précepteurs, les nobles qui avaient, tu vois, l'école, l'éducation n'était pas pour tout le monde, la santé n'était pas pour tout le monde. Donc, on a standardisé, massifié, ce qui fait que tout le monde s'est enrichi collectivement. Donc, ça a du bon, cette standardisation qui a permis de démocratiser l'accès à certaines choses. Et puis, dans les institutions, après, tu as les systèmes de retraite, etc. Donc, tous ces systèmes qui accompagnent les âges de la vie, qui t'accompagnent dans ta vie, on vit avec, parce que ces besoins-là, on les a toujours. On a besoin d'être soigné, on a besoin de former ses enfants, on a besoin de faire garder ses enfants, on a besoin de santé, on a besoin... Toutes ces choses-là, elles nous accompagnent toujours. Et comme ces institutions, elles ont été très fortes et elles ont permis un enrichissement collectif et une bonne vie, aujourd'hui, de voir qu'à la fois elles ne collent plus complètement à nos besoins, ou qu'il y a des trous dans la raquette, ou qu'il y a des choses qui se dégradent, c'est un gros problème. On le ressent comme un gros problème. Donc, notre imaginaire de tout ce qui était positif dans le XXe siècle, vraiment était très façonné par ça. Alors justement, est-ce que les grandes tendances que l'on observe, comme la grande démission, le freelancing, le besoin de sens, le besoin d'impact dans son travail, est-ce qu'elles sont justement révélatrices d'un véritable changement de paradigme dans notre rapport au travail et dans notre manière de pratiquer le travail ? Alors, en effet, cet alignement-là que j'ai décrit, on n'y est plus trop. Là, on assiste à un désalignement, en fait, depuis plusieurs décennies. Je parlais des trous dans la raquette ou des gens pour qui ça marche pas. En réalité, petite parenthèse, l'alignement n'a jamais été parfait pour tout le monde. Il y avait déjà beaucoup de gens qui n'étaient pas à l'usine. Il y avait déjà des femmes qui étaient travailleuses domestiques, qui n'avaient pas de sécu, qui étaient mal protégées, qui étaient... Voilà. Donc, c'est vraiment juste dans notre imaginaire que l'alignement était parfait. Dans la réalité, il ne l'était pas. Et aujourd'hui, tu as beaucoup de gens qui ont un travail qui est aliénant, avec beaucoup de contraintes, avec des cadences lourdes. Tu vois, dans les services, aujourd'hui, c'est plus autant dans les services que dans l'industrie que tu vas avoir un peu du taylorisme, des tâches répétitives, etc. Tu vois, des cadences très lourdes, des métiers durs, que ce soit dans la santé, que ce soit, je sais pas, les salariés des EHPAD, que ce soit tous ces métiers-là. Mais dans les contreparties, par contre, les contreparties, elles sont beaucoup plus faibles. Elles ne sont pas toutes au rendez-vous. Par exemple, tu peux avoir un salaire, mais tu es en CDD, tu n'as pas la preuve de solvabilité qui te permet de signer un bail. Ou, en fait, tu as la preuve de solvabilité, mais ton salaire, il n'est pas suffisant pour te payer un logement dans ces zones urbaines où les prix ont augmenté beaucoup plus vite que les revenus du travail. Tu as un décrochage qui s'est opéré post-révolution numérique entre les prix du logement et les revenus du travail, qui fait que le logement qui faisait partie du package, implicitement, pas explicitement, mais faisait partie du package, n'en fait plus partie. Donc, gros problème dans toutes les grandes villes, quasiment toutes les grandes villes du monde ont ce problème-là. Protection sociale, la retraite, on en a beaucoup parlé quand même ces 2 dernières années-là. Tu vois, tous les contreparties. Et puis, si tu ajoutes à ces contreparties, je te disais tout à l'heure, l'idée que c'était bon pour l'économie ou bon pour la nation, on l'a plus, ça. Est-ce que mon travail, il est bon pour l'économie ou bon pour la nation dans un contexte de réchauffement climatique, d'énorme anxiété sur l'avenir de nos ressources et de nos corps et de la nature et des espèces animales et que sais-je encore. Tu as beaucoup plus ce questionnement qui s'est immiscé, qui est ce que je fais, en fait, n'est pas forcément aligné avec l'intérêt général. Ouais, c'est hyper intéressant. Dans ton livre, tu appelles ça la désagrégation du contrat employeur-employé. Ouais. Moi, ce terme, il m'a beaucoup marqué. Parce que, en fait, ça nous ramène à la base qui est vraiment un contrat entre deux parties et on l'accepte ou on l'accepte pas, en fait. Et c'est comme si aujourd'hui se jouait le fait de refaçonner ce contrat, ou pas d'ailleurs, ce contrat-là, quoi. Et est-ce que tu penses qu'il y a d'autres choses qui se jouent dans ce questionnement de ce contrat-là ? Oui, parce que les contreparties sont une chose dont on a toujours besoin. Tu vas chercher à les recomposer. Comment est-ce que je me loge? Comment est-ce que je vis? Et ça peut vouloir dire quitter mon job salarié pour aller habiter ailleurs et travailler autrement. Parce que du coup, je pourrais me loger, par exemple. Mais ça peut être aussi, et ça c'est relativement nouveau, questionner les modalités de travail proposées. Parce que en même temps que les contreparties se sont désagrégées, ces dernières années, d'autres modèles de travail sont apparus. En particulier, je pense en particulier au télétravail.
Je pense en particulier à l'augmentation des contrats en mode freelance, voilà, indépendant, etc. Alors qu'avant, c'était uniquement des professions libérales ou des artisans qui étaient indépendants. Maintenant, c'est des métiers qui étaient auparavant salariés, qui peuvent travailler selon d'autres modalités, donc avec plus d'autonomie, ou bien avec le choix du lieu de travail, ou bien avec plus de flexibilité sur les horaires. Donc voilà, beaucoup de choses nouvelles qui font que le deal qui pouvait être acceptable, bah, il colle plus trop. Un autre exemple très concret, c'est que dans le deal, par exemple, beaucoup d'emplois ou des métiers où il y a beaucoup de femmes, donc des métiers non mixtes où il y a beaucoup de femmes. Le deal, c'était beaucoup de contraintes, etc. Mais on comprend bien que en échange de ces contraintes, il faut que ça soit compatible avec votre vie de mère avec des jeunes enfants. Par exemple, les profs, tu vois, le métier d'enseignant, c'était un métier qui était compatible avec la maternité. Et c'est pour ça qu'il s'est tant féminisé. Enfin, et c'est aussi pour ça qu'on l'a rendu compatible avec la maternité. C'était pour avoir pour pouvoir recruter avec cette idée de salaire d'appoint, etc. Or, puisque maintenant il y a d'autres modalités beaucoup plus flexibles et qu'en plus, face à la pénurie, etc., ou à la difficulté de recruter, on a soit accentué les cadences, soit rendu finalement certains jobs moins flexibles qu'avant, enfin moins compatibles avec les contraintes du care pour des individus qui le pratiquent. Et ben, du coup, c'est désaligné. C'est désaligné. Donc, tu vas aller chercher autre chose. Tu vas aller chercher quelque chose qui te donne plus de liberté et plus d'autonomie. Donc, dans les aspirations, tu vois, moi, je ne parle pas du sens comme ça de manière très, très abstraite parce que pour moi, c'est difficile à appréhender, ça. En revanche, j'aime bien parler d'alignement ou de désalignement parce que tu vois que y a des contreparties qui manquent et il y a des alternatives dans les modalités de travail. C'est tout le deal qui est à repenser. Soit c'est un travail plus autonome, plus libre, plus flexible, plus épanouissant, dans lequel tu retrouves des valeurs de l'artisanat, dans lequel tu retrouves justement tu vois, l'artisan dans son atelier qui fait plein de choses et qui enrichit et qui s'enrichit par le travail, enrichit dans tous les sens du terme, je veux dire. Et à ce moment-là, pas forcément les contreparties, mais les contreparties, il va batailler pour les avoir. Soit, l'un ou l'autre, quoi. Soit C'est hyper intéressant. Il y a quelques jours, j'enregistrais un épisode avec une femme qui était journaliste et qui est devenue coiffeuse. Et du coup, on a questionné justement son rapport à l'artisanat, à faire avec ses mains, etc. Et en fait, pendant l'épisode, elle me dit, mais c'est sûr qu'en termes financiers, je suis beaucoup moins riche. Mais par contre, je suis beaucoup plus riche de relations humaines. Je suis riche de voir l'impact que mon travail a sur les clients que je coiffe, que je révèle. Et dans la créativité que je peux avoir, dans la flexibilité du temps. C'est intéressant, je trouvais qu'elle le dise de manière très naturelle, qu'elle a peut-être perdu une partie financière et peut-être aussi une partie de sécurité. Mais qu'elle avait gagné plein d'autres choses. Alors après, il n'y a pas de hiérarchisation dans les besoins de chacun, mais je trouvais qu'elle le dise naturellement comme ça. C'était hyper important parce que c'est un exemple concret en fait de ce que toi tu décris comme résultat de l'histoire en fait. Mais c'est un bel exemple. Ça fait beaucoup penser à l'éloge du carburateur, hein, coiffure ou moteur de moto, c'est même combat. L'idée de retravailler avec ses mains et qu'en fait, travailler avec ses mains, c'est bien plus intelligent que ne travailler qu'avec son cerveau, parce que le modèle industriel a prétendu séparer les deux, tu vois, ceux qui pensent, ceux qui exécutent, etc. Et qu'en fait, le fait de réconcilier les deux, tout d'un coup, tu es dans une approche professionnellement beaucoup, beaucoup plus riche et qui t'emplit, te remplit d'un sentiment d'accomplissement, en fait. Et alors, justement, je voulais revenir avec toi sur cette notion de surcharge des travailleurs. Moi, dans les accompagnements que je propose, il y a une chose qui revient quasi tout le temps, c'est l'épuisement. Moi, j'accompagne principalement des personnes qui travaillent derrière des bureaux, derrière un ordinateur. Et cette notion de fatigue cognitive, elle est là tout le temps. Comment on en est arrivé là ? Et est-ce qu'on est arrivé à un tournant où les gens ne peuvent plus supporter ça ? Tous les indicateurs sur la santé mentale, le burn-out, etc. sont vraiment inquiétants. L'un des indicateurs aussi à suivre de plus près, c'est la question de l'absentéisme qui révèle beaucoup justement cet épuisement généralisé.
Alors, il y a d'un côté, on va parler du bureau tout de suite, mais il y a d'un côté aussi tout un tas de métiers dans lesquels les cadences se sont accentuées, surtout ces métiers où il y a beaucoup de pénurie de recrutement, donc des services de proximité. Je parlais des salariés des EHPAD, des infirmières, des profs, pour lesquels les conditions de travail sont devenues plutôt plus épuisantes, parce qu'on manque de gens, parce que on les valorise pas suffisamment, donc là, épuisement très fort. En quantité, c'est le plus de grand nombre de gens, c'est dans ces catégories-là. Hein. Et puis après, dans le monde du bureau, c'est un petit peu autre chose. Alors parfois, c'est aussi des charges de travail qui sont alourdies, hein. Mais souvent, c'est la porosité entre vie privée et vie professionnelle qui fait qu'on a l'impression de travailler tout le temps, qu'il n'y a plus d'espace réservé et une surcharge cognitive très forte liée à un flux d'informations qui a augmenté de manière exponentielle. Tu mets bout à bout les mails, les messages, les WhatsApp, les Teams, les apps, les machins. Et tu vois, nos cerveaux ne peuvent pas gérer parce qu'on a les mêmes capacités cognitives que nos ancêtres d'il y a 10 000 ans et on n'est pas capable de gérer autant de stimuli et on est noyé, complètement noyé et ça cause une crise cognitive, une crise de la cognition généralisée qui se traduit par des dépressions, de l'anxiété, du stress, des burn-out, voilà, toutes sortes de problèmes de santé mentale qu'on voit venir. Et puis en plus, comme en plus ces usages numériques nous isolent, on est moins nourri par exemple hormonalement d'ocytocine, de se voir, de se toucher, donc il y a une anxiété qui est en train d'exploser. On pourrait en parler pendant des heures, mais je comprends que les personnes que tu coaches soient nombreuses à ressentir cette crise de la cognition. Je suis en train de lire un livre en ce moment, alors je ne l'ai pas terminé, mais c'est passionnant. Ça s'appelle L'histoire de la fatigue. Et en fait, c'est un historien qui décrit les différentes formes de fatigue au fil de l'histoire. Et justement, il parle de toute cette fatigue informationnelle qui pèse aujourd'hui. Bon, c'est passionnant. Je vous ferai un retour. Avec grand plaisir pour le retour. Sur le tilt. Mais je trouve que l'appréhender sous le prisme de la fatigue, qui était d'abord physique et puis ensuite qui s'est métamorphosée en de la fatigue et physique et mentale, et maintenant cette surcharge vraiment du cerveau. Je trouve ça passionnant. Alors, c'est vrai que toi, tu parles beaucoup d'artisanat dans du labeur à l'ouvrage. Tu nous disais qu'effectivement, il y avait beaucoup de bénéfices. Est-ce que tu vois d'autres vertus dans cette forme de travail-là ? Alors, la manière dont je le définis, c'est pas uniquement les métiers de l'artisanat au sens très strict de boulanger, charpentier, menuisier, etc. C'est aussi un ensemble de valeurs que tu appliques dans le travail, un ensemble de principes d'organisation du travail qui sont que ton travail est autonome, tu choisis les moyens que tu mets en œuvre pour arriver à la production que tu as envie de faire, de responsabilité, d'un lien direct avec un client, un utilisateur, un patient quand tu es dans la médecine, etc., de créativité, donc tu n'as pas un one best way qui t'est imposé, mais tu mets en œuvre, tu laisses un bout de toi, un bout de toi-même dans ce que tu fais, il y a une manière qui est ta manière à toi. Et puis du coup, une fierté aussi, une fierté d'un travail, cette idée de j'ai fait un beau travail, un bon travail, j'ai pu me laisser le temps de faire quelque chose dont je suis fière, et j'ai un ensemble de savoir-faire ou de compétences dont j'ai la maîtrise, qui m'appartiennent, que je fais évoluer et où je peux transmettre quelque chose. Cette idée de transmission, à la fois par la production, c'est-à-dire tu produis quelque chose dont tu es fier, ça peut se transmettre, et tu le produis en mobilisant des compétences dont tu es fier, que tu peux aussi transmettre. Donc après, aussi tout un modèle de transmission de l'artisanat avec, tu vois, les compagnons, le compagnonnage, l'apprentissage ou les guildes médiévales. Tu as plein de choses comme ça avec tout cet imaginaire autour de la transmission. Et parce que c'est très lié aussi à cette idée de fierté, de valeur, quoi. Et ça, en fait, c'est des choses qui sont aussi des aspirations très, très fortes. Qu'est-ce qu'on a envie d'être fier de ce qu'on fait, d'avoir quelque chose à transmettre, parce qu'on a aussi envie de laisser une trace, de laisser quelque chose. C'est vrai. Quelque chose que tu peux transmettre. Oui, c'est ça, c'est cette idée de transformer une idée, une compétence en quelque chose de tangible qu'on a envie de faire vivre, en fait, dans le temps. Exactement. Du coup, le temps long. Exactement. Le temps, c'est vraiment un élément très important. Et puis, ça se traduit aussi, la maîtrise, par le fait
cette autonomie, c'est une autonomie dans la gestion de ta propre carrière. Parce que, quel que soit ton statut, ce que tu fais, etc., tu peux faire évoluer les compétences dont tu as besoin, les tâches qui composent ton métier, les outils que tu mets en œuvre. Donc, tu vois, typiquement, tu commences à utiliser, tu automatises quelque chose avec un outil d'IA, donc c'est toi qui l'intègres, puisque comme tu es artisan, artisane, féminin n'existe pas avec artisan, mais non, artisane, non, faut l'inventer. Actons-le, artisane. Donc, et cette liberté et cette maîtrise dans la gestion de ta carrière, c'est aussi ce qui aujourd'hui t'apporte davantage de sécurité. Parce que plutôt que d'être coincé dans un lien de subordination avec un état donné d'ensemble de compétences et de tâches, etc., si tout d'un coup, il y a d'autres manières de faire, on peut te virer et plus avoir besoin de toi et t'as pas fait évoluer ton propre truc. Tu vois là, cette espèce de plasticité dans la manière de combiner les choses, ça te donne beaucoup plus de sécurité que d'être dans une. Alors qu'on associe le salarié à la sécurité aujourd'hui, tu vois. J'allais te dire ça. Mais est-ce que c'est si safe que ça? Parce que si tout d'un coup, l'ensemble de tâches que tu fais au quotidien, que tu n'as pas définies, sur laquelle tu n'as pas de maîtrise, sur laquelle tu n'as pas de choix, si tout d'un coup, ces choses-là, elles deviennent redondantes, parce qu'on peut l'automatiser intégralement, ou vraiment, il n'y a pas grand-chose pour lequel on a besoin de toi, alors, ça marche sur les salariés, on les vire pas comme ça. Mais en revanche, sur les prestataires, tu vois bien que on peut tout à fait se passer d'un prestataire humain. C'est vrai, tout à fait. Mais alors, tu vois, je trouve ça hyper intéressant que tu le vois comme ça. Moi qui suis aussi indépendante depuis 3 ans, je le vois comme ça aussi maintenant, cette flexibilité et cette capacité à rebondir en tout temps. Mais encore une fois, chez les personnes que j'accompagne, ce passage du salariat a souvent une forme d'indépendance, que ce soit pour aller vers l'artisanat, vers le freelancing, elle est tétanisante. Et du coup, je voulais te demander, est-ce que cette question de passer du salariat à une forme d'indépendance, est-ce que c'est une question classiste ou pas du tout? Je pense pas du tout, parce que c'était quand même... parce que surtout aujourd'hui, il n'y a pas tant d'indépendants que ça, pas autant qu'on pensait, mais parmi les indépendants, tu as toutes sortes de catégories différentes et dans tous les secteurs et avec des niveaux de richesse différents et des niveaux de sécurité différents. Mais maintenant, c'est le cas aussi dans le salariat. C'est-à-dire que la grande majorité du salariat et surtout des nouveaux emplois créés, c'est des contrats courts, c'est des contrats précaires, c'est des contrats si peu rémunérés qui ne constitue pas en tant que tel une sécurité. Tu vois, par exemple, être prof aujourd'hui, en théorie, c'est de la grande sécurité, mais en fait, est si peu payé que c'est pas assez de sécurité. Enfin, c'est pas de sécurité, puisque si je t'offre, je vais employer le mot, les francs, si je t'offre 10 francs par jour, mais je te garantis qu'en échange de ton travail, tu l'auras toute ta vie, tu vas me rigoler au nez. C'est ce que font les gens aujourd'hui. Ouais. C'est intéressant, je trouve, de le déconstruire de cette manière-là. De se dire, en fait, si on regarde vraiment le salariat tel qu'il est proposé aujourd'hui dans certains domaines, il y a peut-être une sécurité du contrat sur la durée, mais au jour le jour, ça n'amène pas, ça ne comble pas les besoins qu'on peut avoir en tant qu'humain. Voilà, s'il n'y a pas toutes les contreparties au rendez-vous, c'est une sécurité dans l'insécurité, puisque s'il n'y a pas les contreparties, donc si tu es garanti d'être insecure, c'est pas très attractif comme deal. C'est par exemple pas accès au logement ou des choses comme ça, trop peu payé pour vivre de manière décente, mais je te le garantis à vie. Je signe où? Ah mais génial. Je trouve que c'est bien de pouvoir aussi l'appréhender sous un autre prisme. Alors j'ai 2 dernières questions pour toi, Laetitia. La première, elle en découle, c'est à quoi ça ressemble un monde du travail tenable et vertueux selon toi? On a beaucoup parlé d'épuisement et je sais que ce sujet t'intéresse beaucoup. Un travail soutenable et durable, c'est un travail qui n'épuise pas. Et qu'est-ce que c'est qu'un travail qui n'épuise pas? Alors déjà, très concrètement, c'est moins d'heures que ce qu'on fait aujourd'hui. J'aime beaucoup le concept de la semaine de 4 jours pour ça. J'aime beaucoup l'idée d'un travail qui est compatible avec le caregiving, des personnes qui sont aidants ou mères,
père, mère surtout, de jeunes enfants, si la carrière au plus haut niveau est impossible pour ces gens-là, c'est que le travail n'est pas soutenable. C'est que pour pouvoir faire ce travail, tu as besoin de quelqu'un d'autre pour faire ce travail-là. Donc, c'est pas inclusif, c'est pas soutenable, c'est pas durable, etc. Une des choses qui nous pend au nez dans les prochaines années, avec le vieillissement de la population, c'est qu'on va avoir les tranches d'âge les plus nombreuses entre 40 et 60. Quand tu regardes la pyramide des âges de 2050, tu vois, tu seras dedans. Enfin, voilà, on sera dans ce truc du sandwich, là. Et c'est des gens qui vont à la fois, pour une partie d'entre eux, avoir des enfants qu'ils ont eu plus tard, qui seront encore à leur charge, et puis des parents qui les ont eu aussi eu plus tard, qui sont âgés, qui vont être parfois dépendants, parfois malades, etc. Et donc entre deux, dans cette génération sandwich, tu as beaucoup de gens qui vont plus pouvoir travailler comme avant. Et donc non seulement tu auras plein de départs à la retraite, mais dans les gens qui restent, tu auras plein de gens qui ne pourront pas travailler parce qu'on n'a pas mutualisé suffisamment bien le care des enfants, des personnes âgées, etc. Donc il y a vraiment un enjeu sociétal collectif de bien faire en sorte qu'on soit capable de s'occuper des enfants, des personnes âgées, de notre santé, etc. Parce que sinon, il y a plein de gens qui ne pourront pas travailler. C'est ce qui probablement pourrait se produire dans les prochaines années. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, cette question de la transformation du travail, elle soulève la transformation de comment est-ce qu'on déconstruit ou construit les nouveaux modèles de société, en fait. Absolument. Ça. Toujours un contrat, on en revient toujours à un contrat social, à un ensemble d'institutions qu'on met en place pour mutualiser des risques, pour faire face à des problèmes communs. Aujourd'hui, questions environnementales en font partie. Quelle institution on met en place pour que le contrat soit à nouveau aligné, pour que le rapport au travail fonctionne pour la majorité des gens. On n'arrivera probablement jamais à un truc parfait, mais un truc qui fonctionne avec un peu moins de trous dans la raquette et qui permette à tout le monde d'y accéder, en fait. C'est dans En finir avec la productivité, justement, tu questionnes ce sujet de l'écologie, en fait. Et est-ce qu'aujourd'hui, on doit réfléchir nos manières de travailler, réfléchir nos manières de construire nos entreprises sous le prisme des enjeux environnementaux? Et on parlait d'épuisement des corps, mais l'épuisement de la planète, c'est exactement la même chose. C'est nos corps à nous, les corps autour de nous, la planète en tant que corps. Enfin, c'est exactement le même sujet. C'est un travail qui épuise les ressources, que ce soit nos corps ou que ce soit ce qu'il y a autour de nous, est un travail par définition qui n'est pas durable, soutenable, qui ne peut pas tenir dans la durée. Et là aussi, les conséquences, je parlais du vieillissement, mais les conséquences du réchauffement climatique sur l'organisation du travail sont fortes, sont profondes. On ne va pas pouvoir travailler pareil. Déjà, il y a beaucoup de métiers qui vont devenir plus intensifs en main-d'œuvre. Il y a beaucoup de métiers qu'on ne pourra pas faire comme avant. Déjà, tout ce qui est en extérieur, par 45 ou 50 degrés, ça ne va pas être possible. Donc, ça veut dire réinventer beaucoup de choses. Et c'est un mélange entre s'adapter et puis prévenir. Donc, pour l'instant, on est encore dans l'idée qu'il y a des choses qu'on devrait prévenir. Mais il faut aussi déjà s'adapter. Et ma dernière question pour toi, Laetitia, qui est ma question signature que je pose à tous mes invités, c'est si tu pouvais constituer ton board de rêve dans lequel tu convierais 3 personnes, personnalités, entrepreneurs, qui te soutiendraient, te conseilleraient tout au long de ta carrière, qui est-ce que tu mettrais dedans? Je mettrais bien Catherine Barba, parce que ça pêche, sa détermination, son énergie, son optimisme, ça aide beaucoup à voir le travail de manière hyper optimiste et pleine de pêche et tout. Et surtout quand on cherche à développer une activité en tant qu'indépendant. En plus, elle a créé une école là-dessus. Donc je la mettrais bien à mon board. Je mettrais bien Samuel Durand dans mon board aussi, parce que alors lui, sa capacité à monter des projets de toutes pièces... c'est un commercial extraordinaire, en plus d'être quelqu'un de créatif qui fait des choses intelligentes. Donc, j'en ferais bien un membre de mon board. Après, je voudrais bien quelqu'un qui réfléchit au sujet. C'est quelqu'un qui serait plutôt un chercheur pour me pousser à aller toujours plus loin dans des réflexions. Peut-être Bruno Palier, qui m'inspire beaucoup, dont j'adore le travail et qui lui-même fédère autour de lui tout un tas de chercheurs. Et en ce moment, il s'intéresse beaucoup au sujet du travail avec ce livre « Que sait-on du travail ?» qui est une collection d'articles qui était sous sa direction.
Et puis, pourquoi pas un collectif ou un think tank. Tiens, je mettrais bien à mon board le collectif SoWo. Vous voulez bien être à mon board? Avec joie, vraiment. Super. Nous, on sera ravis de partager ce board avec toutes ces belles personnes qu'on adore aussi. Laetitia, un grand merci pour tous ces partages vraiment super intéressants et pertinents. Où est-ce qu'on peut te suivre? Sur LinkedIn pour des publications régulières. Et puis, j'ai une newsletter qui s'appelle Laetitia at Work sur Substack en anglais et un podcast qui s'appelle Nouveau Départ aussi sur Substack. Super, je mettrai tous les liens dans la description. Merci Laetitia. Merci Léa. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du Tilt avec Laetitia Vito. J'espère qu'il vous aura permis d'affiner votre regard sur le salariat et les enjeux des nouveaux modes de travail. Et comme vous êtes encore là, à m'écouter, c'est certainement que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez noter l'épisode et le podcast sur Apple Podcasts et Spotify. Mettre 5 étoiles et un commentaire, c'est le meilleur moyen de m'aider à faire rayonner le Tilt. Et sachez que chaque petite action m'est vraiment très précieuse. Merci beaucoup et à bientôt.